Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, du cycle estival que je consacre au monde des ténèbres. Aujourd'hui je vais parler d'un jeu qui finalement je connais pas si bien que ça, c'est peut-être le seul jeu du monde des ténèbres qui m'est un peu inconnu au niveau du setting, que je connais assez mal. Par contre c'est un jeu qui m'a fait très très forte impression quand je l'ai découvert. Il s'agit de Changeling the Dreaming, donc Changelin le songe, qui est le 5e jeu du monde des ténèbres, qui lui, avec Wraith, fait partie de ce qu'on appelle, enfin en anglais, ce qu'ils appellent communément les underdogs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les jeux, c'est deux jeux qui sont vraiment considérés de moindre importance par les fans, qui ont eu moins de, pas par leurs fans, mais en général, mais qui ont eu moins de succès que la Trinité. C'est-à-dire que la Trinité, c'est les three big ones, enfin les trois gros, c'est vraiment vampires, loups-garous et mages qui ont eu un succès assez important, au moins une époque, et qui continuent, au moins pour vampires et à moindre mesure loups-garous, de bénéficier d'une réputation qui traverse les âges. Wraith, évidemment, par ses thèmes et par sa complexité de setting, a un peu baissé, et n'est pas dans cette catégorie-là, et le rejoint Changelin, qui était censé être un peu le dernier jeu de la gamme, quelque part le vilain petit canard, qui est un jeu assez intéressant si vous adhérez vraiment à son propos, à savoir que le jeu est concrètement un jeu à sensibilité sur les faits. Donc on incarne des changelins qui sont un peu comme dans la légende, qui sont pas des enfants qui sont enlevés par les faits. Enfin, c'est pas des faits qui remplacent des enfants, mais clairement des demi-faits et demi-humains qui sont nés de parents humains et qui subissent un changement, donc comme dans Loup-garou, qui s'appelle la chrysalide, et qui après récupèrent une partie de leur héritage de fées. Donc cet héritage-là va être représenté toujours, on est chez White Wolf, par une sorte de race, pour aller vite. Les races vont incarner un peu toutes les mythologies celtiques qu'on peut... d'Europe de l'Ouest qu'on peut retrouver. Donc on va avoir les trolls, on va avoir les sluags qui vivent sous terre, on va avoir les bogans, on va avoir les redcaps, donc ceux qui ont les chapeaux, les bonnets rouges, on va avoir les knockers, donc ceux qui tapent, qui cognent partout. Donc on est vraiment dans une approche de folklore dans laquelle on nage énormément, nous, en tant qu'Européens, qu'on soit britannique, français, évidemment, parce que les Korrigans, c'est jamais que... Enfin, moi, je suis breton, mais... Enfin, breton, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, en Bretagne, on a les Korrigans, mais je suis sûr, dans chacune des régions de France, on va avoir un autre nom pour ces concepts, et les trolls, ça va les récupérer jusque dans les pays nordiques. Donc pour nous, on a toujours été un peu bercé là-dedans, qu'on le veuille ou non, par les livres qu'on lisait quand on était enfant, par les légendes, par beaucoup de choses qui sont propres à notre culture. Mais c'est vrai que je pense, à mon avis, que pour les Américains, et la raison pour laquelle ce jeu a été fait quelque part et reconsidéré par White Wolf, c'est par une curiosité et une envie en fait aussi de refaire de l'urban fantasy, vraiment. Parce que bon... Vampire, Loup-garou et compagnie sont quand même des jeux qui sont assez sombres, assez durs, mais avec toujours une sorte d'opposition, enfin avec toujours au cœur du pitch, le monde des ténèbres. C'est-à-dire que l'idée du monde des ténèbres, à la base, c'est notre monde, mais plus sombre, plus dark, et donc tout est dark, tout est grim, tout est ténébreux, des fois tous les concepts sont hyper trashou, ça peut aller assez loin dans la représentation de la violence, la représentation de thèmes extrêmement crus. Mais en fait, on perd quelque part une idée que je pense qu'une certaine partie de l'équipe de chez White Wolf avait. Alors, encore une fois, je sors ça de mon chapeau, qui est vraiment où est passée la fantaisie. Il n'y a pas de fantaisie en fait. C'est pas de l'urban fantasy, c'est de l'horreur urbaine, c'est du fantastique. Mais c'est clairement pas, il n'y a pas de côté fantasque, il n'y a pas de baroque, il n'y a pas tout ce côté qui peut être incroyable, amené justement par la féerie, et ça tombe bien, puisqu'en fait, avec Changelin, ils voyaient quelque part un moyen de changer un peu leur fusil d'épaule, et de ramener une coloration qui avait complètement disparu, qui avait quasiment jamais existé, je pense, dans le monde des ténèbres avant. Peut-être, à moindre conscience, je trouve Mommy, il y a un peu de ça, parce que Mommy, c'est un peu fantasque, j'en reparlerai. Mais cette idée de justement jouer des créatures féeriques qui évoluent à travers les cours, donc il y a les cours silly, unsilly, donc comme un peu dans la mythologie des fées classiques. C'est très très inspiré évidemment par les travaux d'excavation qu'a pu faire un type comme Neil Gaiman à l'époque. Dans Sandman, il y a des gros passages sur les cours féeriques, et il y a des fées qui sont des personnages centraux dans son œuvre. Et surtout, en fait, au niveau... Donc pour moi, la première part, c'est vraiment ça, c'est une envie de faire du urban fantasy,
Et la deuxième, c'est un héritage qu'ils avaient d'Ars Magica. Parce que dans Ars Magica, les fées aussi avaient un côté extrêmement présent. Ils avaient fait un supplément qui s'appelle Fairies, qui était très 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 bien, qui prouvait déjà leur envie et leur connaissance en fait de ce genre de culture. Il y avait beaucoup de sujets sur lesquels, à mon avis, politiques, historiques, où ils galéraient un peu. Ça se voyait qu'il y a certains suppléments, surtout pour Vampire, où c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, je trouve que le Changeling a toujours été abordé avec beaucoup de goût, avec, de ce que j'ai pu en lire, hein, beaucoup de délicatesse et un vrai amour de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'enfin un jeu, on se dit, bon, c'est fini, l'humanité, le machin, le truc. Alors ouais, il y a toujours les compteurs White Wolf, il y a toujours les pouvoirs, il y a toujours les machins, mais c'est beaucoup plus, malgré le pitch de départ, qui est toujours le même, hein, dans toutes les gammes, à savoir qu'en gros, il y a l'hiver éternel qui arrive, où la banalité, donc le fait qu'il n'y ait plus de féerie, plus de glamour, plus de magie féerique, va prendre le dessus et est en train de tout dévorer, grâce aux vampires, grâce à la technocratie, j'en sais rien. Et ben en fait, les fées, donc les changelins qui ont été laissés sur Terre, qui sont les seuls types de fées qui peuvent survivre parce que justement hybrides, et qui doivent trouver un équilibre entre leur nature humaine et leur nature elfique, et leur nature féerique, doivent trouver un moyen de faire leur jeu dans les cours elfiques, féeriques, pardon, jusqu'à aller éventuellement retourner en Arcadia, qui est le In Arcadia Est, donc vous savez, qui est cette espèce de royaume, le royaume lointain féerique, où ils pourraient trouver enfin le repos et leurs congénères. Et c'est un jeu surtout qui, comme je disais, que je ne connais pas très bien, c'est-à-dire je l'ai lu une ou deux fois il y a fort longtemps, en français. Je sais qu'il y a depuis, il y a une seconde édition qui, je crois, n'est jamais sortie en français, si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse, où la première édition, nous on a eu qu'une seule édition qui était chez Ludis, donc encore Ludis, éditeur des Causes Désespérées, puisqu'ils avaient aussi sorti Wraith. Et il y a une édition 20e anniversaire qui s'est vendue assez succinctement, je crois par un financement chez Arcane, mais qui prouve quand même l'attachement que certaines personnes ont à cette gamme, et ils ont bien raison, parce que c'est une gamme qui vaut beaucoup par son originalité, et surtout par son identité, et c'est de ça dont je voulais parler surtout, c'est que c'est un jeu qui a la maquette qui est entièrement, si je dis pas de bêtises, la plupart des ouvrages sont complètement colorés. Il y a surtout, aux manettes, il y a un illustrateur qui est démentiel, qui est un très très grand illustrateur, qui s'appelle Tony Diterlizzi. Et Tony Diterlizzi, c'est un gars qui avait commencé gamin en jouant à Donjons et Dragons, et dessinant à l'arrière de boîtes de céréales les bêtes fantômes, l'espèce de panthères qui peuvent se téléporter dans Donjon. Et il a jamais arrêté, en fait, il a dessiné. C'est un gars qui est très inspiré par Arthur Rackham, qui a vraiment cette... on sent tout de suite en fait que dans sa sensibilité, même s'il va dessiner, je sais pas, n'importe quoi, des guerrières pour Donjon ou autre, il est déjà dans une perspective de faire quelque chose de plus fantastique pour les enfants. C'est quelqu'un qui va s'illustrer énormément dans l'illustration de livres pour enfants, un peu plus tard, mais à cette époque-là, il est vraiment en plein, il sort en fait de Donjon, où il a illustré, donc il s'est bossé sur Magic évidemment, mais dans Donjon il est surtout connu pour avoir illustré Planescape, donc il a apporté une patte complètement différente à Planescape, dont tout le monde se souvient. Si jamais vous parcourez les vieilles éditions, même en PDF, de Planescape, c'est incroyable, ça offre une patte qui ne tire pas sur les pics, qui ne tire pas sur cette espèce de brutalité. On sort de toute espèce d'illustration de bonnes femmes pour aller vite en côte de maille et machin, qui se battent contre des hordes de monstres, des mecs ultra musclés. Je dirais à la Boris Vallejo, mais c'est un peu méchant. Mais en tout cas, il y a vraiment, ça donne une identité qui est complètement différente de tout ce qui s'est fait dans le reste du monde des ténèbres. En plus, comme je disais, la majorité des bouquins sont en couleurs, donc ça a vraiment, c'est des belles couleurs, des couleurs chaudes. À cela s'ajoute, il y a souvent un ton qui est fait en aquarelle. Il y a beaucoup des illustrateurs classiques de chez White Wolf qui vont venir aussi filer leur coup de main, mais au lieu de travailler en noir, ça va être plutôt des gens qui bossent, alors j'ai plus les noms, mais certains des mecs qui font plutôt des aquarelles, ça va pas être Tim Brooks, ça va pas être KMJ, ça va pas être Guy Davis, ça va vraiment être un peu les gens oubliés, mais qui font des illustrations beaucoup plus abstraites, et ça donne quelque chose d'absolument incroyable visuellement, et c'est un plaisir, et je pense que j'aime bien donner des espèces de petits awards, enfin des petits prix à chaque fois pour chacun des gammes de White Wolf, mais vraiment c'est le jeu de White Wolf qui a la meilleure direction artistique, c'est évident. C'est rigolo qu'un jeu si confidentiel ait eu
autant, disons, de poids au niveau des illustrations. C'est un véritable plaisir. Et évidemment, Dieter Ledy, c'est un magicien. Et je regrette, une de mes ventes que je regrette, c'est Dark Horse, qui est cet éditeur de comics qui maintenant est en train de se casser la gueule parce qu'en fait, ils avaient fait l'essentiel de leur beurre dans les années 80 en tant que... C'est l'un des premiers éditeurs qui était une congrégation, en fait, d'auteurs de comics, Mike Mignola, Stan Sakai, Matt Wagner, des mecs comme ça, qui sortaient en fait leur propre BD, et sous un label, en fait, sous Dark Horse. Et donc Dark Horse, vu que avait beaucoup d'auteurs, parce que les auteurs gardaient les droits de leurs bouquins. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils faisaient essentiellement leur beurre donc sur ça, mais il n'y avait pas beaucoup de sous, parce qu'au final, la majorité de l'argent retournait dans la poche de Mignola, de Sakai et compagnie. À côté, ils ont le nez de sortir à la fois des mangas, donc c'est eux les premiers qui ont sorti aux États-Unis, notamment des grosses séries en fascicules. Je pense à Berserk, je pense à Blade of the Immortal, donc, qui est l'habitant de l'infini en français, qui est moi mon manga préféré en tout cas. Et à côté, ils faisaient les Star Wars, les comics dérivés donc de Star Wars. Ils sont sortis du Star Wars, du Alien vs Predator, c'est vraiment leur vache à lait pendant 10-20 ans. Et évidemment, quand Disney a racheté Marvel, et après ils ont racheté la Fox, et Star Wars, ils se sont dit écoutez, c'est fini, on récupère toutes nos licences classiques de bande dessinée, donc ça a cassé un peu la gueule à Dark Horse. En plus, Dark Horse, les mangas, maintenant, il y a une compétition extrêmement féroce, même sur le marché américain, pour leur édition, ce qui fait que, par exemple, c'est Viz. Viz, c'est le gros éditeur de comics et de mangas aux États-Unis, qui commence à arriver en France, aussi comme Crunchyroll, en édition, et qui essaie de gratouiller les parts de Glénat, d'Argo et compagnie. Et du coup, en fait, Dark Horse, ils se sont retrouvés un peu sans rien, donc ils ont encore changé leur fusil d'épaule, même s'ils continuent à sortir du Mignola et quelques trucs assez surannés. Ils ont commencé à faire beaucoup d'artbooks. Ils ont fait énormément d'artbooks, notamment de jeux vidéo. Par exemple, ils ont sorti Metal Gear Solid, donc l'intégrale des bouquins d'artbook. Moi, à l'époque, j'avais acheté la version japonaise qui valait très très cher, et ils l'ont sorti pour moins de $100 avec les cas, des gros trucs. Ils sortaient plein de choses comme ça. Et ils ont eu aussi l'idée de sortir des artbooks d'illustrateurs. Et il y avait ce que je regrette, c'est que ils avaient sorti le livre d'illustration de Dieter Ledy uniquement consacré au jeu de rôle. Donc c'est tout ce qu'il avait fait pour le jeu de rôle, sur Planescape, sur Changelin, sur d'autres jeux plutôt mineurs, et comme un con, moi je l'ai revendu. Maintenant, c'est impossible de le trouver à moins de $400 d'occasion. Bon, c'est un peu le jeu de la vie. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer à quel point je trouve que c'est quand même un gars qui a une patte unique dans le jeu de rôle, et Changelin lui doit énormément, parce que et je crois qu'ils l'ont rappelé pour la V20. Pour la V20, il fait quelques illustrations qui, hélas, pas tout le temps, donc il y a beaucoup de nouvelles illustrations qui sont assez dégueulasses. Hélas, j'ai un problème avec la V20, moi, que ce soit vampire, mage, loup-garou, c'est qu'effectivement, ils reprennent des vieilles illustrations qui sont très bien. Il y a beaucoup de vieilles illustrations dans leur gamme qui sont super chouettes, mais ils mettent des nouvelles illustrations pour combler un peu tout. Et il y en a qui sont atroces, quoi. Vraiment, je trouve que Mage, ils ont fait un espèce de style pseudo-réaliste qui est dégueulasse. Vampire, c'est connu, c'est un cas qui est assez immonde, mais les illustrations de clan, alors c'est pas vraiment de leur faute, mais en gros, c'est Justin Timbrook qui était... Tim Brooke, c'était l'illustrateur historique de Vampire, de White Wolf en général. C'était un mec qui faisait des bonhommes hyper androgynes, qui étaient toujours extrêmement pâles, très inspiré par le manga. On aimait, on n'aimait pas, c'est pas le problème, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Il est tombé très très malade, où il a complètement disparu, et c'est un peu une légende sur les forums et sur Reddit. Tout le monde cherche à dire ce qu'il est devenu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'était pointé à l'enterrement d'un des mecs de White Wolf il y a 10-15 ans, et donc il avait commencé à faire des sketchs de tous les clans de vampires, sauf que il a jamais fini, il a complètement disparu. Et c'est Leif Jones. Donc Leif Jones, c'est on aime ou on déteste, mais c'est un gars qui est hyper productif, qui est un maître de la perspective, mais par contre, ces personnages, ils sont très étranges, quoi. C'est très, on a l'impression que c'est des Timissés, pour aller vite, qui sont toujours complètement déformés, ils foutent mal à l'aise. Mais par contre, c'est un mec, au niveau de la composition, au niveau de la perspective, c'est vraiment impressionnant. Il fait toujours des angles extrêmement bizarres dans ses illustrations, c'est un très, et surtout il avait un rythme de malade mental. Donc White Wolf l'a rappelé Onyx Pass l'a rappelé pour finir les illustrations de Tim Brooke, et ça se voit, quoi. Ça se voit que les illustrations, elles sont super bizarres, parce que c'est moitié Tim Brooke, moitié Leif Jones, qui ont des styles complètement différents, et en plus la couleur est dégueulasse, donc c'est assez triste. Et Changelin, il y a de ça. Changelin, il y a des... Alors que c'est une gamme justement qui est visuellement, elle est démentielle, là ça tire un peu la gueule, et ça sent.
Et c'est dommage, quoi. C'est dommage d'avoir un peu, de finir sur cette note un peu triste. En tout cas, c'est un jeu qui a eu une courte vie, mais qui a eu une vie quand même. Il y a eu des bouquins, des suppléments. Je crois même qu'il y a eu un jeu il y a eu un jeu de cartes. Parce qu'il y a eu, je sais qu'il y avait un jeu de cartes Garou qui s'appelait Rage. Il y a eu Jihad, forcément pour Vampire, qui était un très très bon jeu de cartes, fait par Garfield, pardon. Donc le papa de Magic. Et je crois qu'il y a eu un Arcadia qui est sorti pour Changeling. Mais voilà, encore une fois, je veux pas aller trop loin dans ce que je veux dire parce que je pourrais dire n'importe quoi, mais je pense qu'en tout cas, Changeling, c'est un beau jeu, c'est une belle expérience justement on sent que c'est un projet d'amour en fait de certains mecs de chez White Wolf qui avaient envie de souffler un peu, de faire quelque chose qui soit plus coloré, plus féerique, tout connement, par rapport au côté hyper sombre, dark, machin, de tous les autres jeux de la Gamme des Ténèbres. Et c'est super cool. Et ça, je trouve que, et rien que pour ça, si jamais vous l'avez jamais lu, allez dans un magasin, regardez un peu la V20, il y a quand même des belles histoires. Et on voit quelque part qu'il y a un impact, parce que maintenant, le féerique, ça vend. Il y a beaucoup de light novels, bon, nonobstant Harry Potter, c'est un autre cas, mais je trouve qu'il y a un renouvellement au niveau des générations chez les jeunes, d'appréciation de tous ces bouquins féeriques, bon, j'y connais rien, mais il y a plein de bouquins de fantasy qui sont sortis, tout ce qui est fait, c'est quand même très à la mode. Je me rappelle que dans True Blood, il y a un moment, ils introduisaient des fées aussi dans la série télé, donc c'était pas aussi kitschose qu'on pouvait le penser. Et à cela s'ajoute justement que dans le jeu de rôle, maintenant, il y a de plus en plus de propositions en français ou dans les autres langues. Je pense, c'est Les Oubliés, Castle Falkenstein qui est ressorti en français. Il y a, à mon avis, un vrai potentiel parce que l'urban fantasy, je crois, je me rappelle, je sais plus, il me semble que dans les 1000 marches du Grumpf, alors moi ça fait longtemps parce que, en fait je connaissais le Grumpf par le club de jeux de rôle où j'étais quand j'étais gamin, et ils nous avaient fait tester les 1000 marches, et je crois qu'il y avait des trucs comme ça un peu fantaisistes, des dimensions, mais bon, je dirais peut-être des conneries, hein, ça fait très très longtemps. Nicolas, si tu m'entends, coucou. Donc ouais, non, Changelin, c'est vraiment un super jeu, je ne peux que vous conseiller au moins le feuilleter, pour voir un petit peu le statut de précurseur qu'il avait à l'époque sur des jeux féeriques. Alors je sais qu'on a une tradition en France, il y avait d'autres jeux féeriques qui sont sortis avant ça, mais pour que des Américains fassent ça, c'est quand même des gens qui généralement arrivent avec leurs gros sabots, comme les Knockers, avec des grosses bottes, et moi je trouve ça plutôt cool. Et c'est une belle façon de terminer cet épisode, et je vous dis bon été et à la prochaine. Salut!